votre matinale info sur Europe 1. Il est beaucoup question dans l'entre-deux-tours de la présidentielle d'économie. Les questions d'argent dominent largement la campagne entre les retraites à réformer, le pouvoir d'achat qui fond sous le soleil de l'inflation, comme disait Marine Le Pen il y a 2 jours. L'économie, c'est le cœur du réacteur des projets de nos 2 candidats. Alors l'économie, c'est quoi ? Je suis allé voir ce matin dans le dictionnaire la définition d'économie. Bonne administration des richesses matérielles et financières. Alors la bonne administration, y est-on avec les programmes des 2 finalistes? Avant de parler ce matin avec Philippe Val. Rebonjour Philippe. Bonjour Dimitri. Et Philippe Aguillon, économiste, professeur au Collège de France, membre aussi du Cercle des économistes. Bonjour Philippe Aguillon. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Je signale votre dernier livre, paru il y a maintenant 2 ans, mais je ne crois pas que c'est trop vieilli. Le pouvoir de la destruction créatrice. On a bien besoin de vos lumières, Philippe Aguillon, ce matin pour nous éclairer sur les grands enjeux que soulèvent les candidats dans leur campagne d'entre-deux tours. Alors, pouvoir d'achat ou retraite, vous préférez commencer par quoi ? Retraite. Allez, retraite. On commence par les retraites. Alors, la question qui se pose face à 2 programmes diamétralement opposés, Philippe Aguillon, qu'est-ce qu'il faut faire ? On reste à 62, on fait 60 ou 64-65 ? Je ne le mettrai pas en termes d'âge. Je crois qu'il y a une stratégie d'ensemble. C'est-à-dire que c'est ce que j'appelle un peu la stratégie Draghi. Qu'est-ce qu'a fait Mario Draghi en Italie, président du Conseil italien ? Il a dit, voilà, je dois préserver un modèle social, je dois investir dans l'innovation, dans la croissance, et j'ai une dette très importante. Donc, qu'est-ce que je fais ? Il a utilisé l'argent européen pour emprunter davantage, mais il a dit, je vais poursuivre la réforme de l'État pour être crédible, et ça va me permettre d'investir dans l'éducation, dans la recherche, dans l'innovation. Et c'est ce qu'on doit faire ici aussi, c'est-à-dire qu'on doit dire, voilà, on a un modèle social à améliorer en France, on doit réindustrialiser par l'innovation, n'est pas suffisamment innovant, et on doit investir dans l'éducation. C'est évident, c'est une urgence, mais on a une dette publique élevée. Donc on doit faire des réformes qui nous rendent crédibles sur le plan de la dette. Et en particulier, il faut réformer les retraites, c'est évident. Déficit de 9 milliards l'an dernier, voilà. Je rappelle. Donc il faut, et ça sera la manière d'être crédible, parce que ça va nous permettre d'obtenir ces Maastricht revus, quoi. C'est-à-dire que comme on fait des réformes qui nous rendent crédibles, d'abord ça va équilibrer le système des retraites, mais ça va nous aider également à avoir la crédibilité nécessaire pour qu'on nous autorise à investir dans l'éducation, l'innovation, la recherche et tout ce qui va faire progresser notre économie. Donc il faut faire les 2 en même temps, voyez. Et donc la réforme des retraites est indispensable, c'est évident. Alors comment faire ? L'idée c'est d'augmenter la durée de cotisation. Si on veut préserver les prestations de retraite, ou pas baisser les pensions, eh bien le seul moyen c'est d'augmenter la durée de cotisation, mais il faut l'augmenter d'une manière qui tienne compte de la pénibilité et de l'âge auquel on a commencé à travailler. On va aller vers ça. Moi, j'ai jamais tellement aimé en termes d'âge minimum. Et en fait, maintenant, c'est vraiment l'idée d'augmenter la durée de cotisation, mais de le faire progressivement. Mais ça existait déjà. Il y avait la procédure Touraine. Marisol Touraine avait mis en place une procédure qui, avec l'espérance de vie, on ajustait la durée de cotisation. Et là, c'est peut-être une petite accélération de Touraine dont il s'agit, mais c'est la même logique que Touraine. Ouais. Alors, je comprends l'enjeu budgétaire. Philippe, je vous donne la parole dans un instant, mais pour compléter, on comprend cet enjeu budgétaire, être crédible face aux prêteurs internationaux, très bien. Mais est-ce que quand Emmanuel Macron dit 64-65 ans, vous avez vu la résistance, les gens sont contre, est-ce qu'il ne manque pas une dimension sociale à sa réforme ? Est-ce qu'il tient compte du fait que, par exemple, on le sait, passé 60 ans, c'est très très dur d'atteindre la retraite dans l'emploi. Il y a beaucoup de gens qui sont cassés aussi par les métiers difficiles. Mais c'est pour ça que je crois qu'il a précisé, donc c'était important, je crois qu'effectivement les annonces du 17 mars n'étaient pas optimales telles que c'était présenté, et je crois qu'il a pu préciser. Philippe Aguillon, à 62 ans, l'âge actuel de départ, vous avez 25% des plus pauvres qui sont morts. 25%. C'est pour ça qu'il faut, d'où l'importance d'adapter la durée de cotisation à l'âge où on a commencé à travailler. Donc, et à la pénibilité du travail, et à l'espérance de vie au travail. Je crois que c'est très important. Ces dimensions-là doivent être prises en compte. Donc une réforme juste des retraites doit prendre en compte l'espérance de vie, la pénibilité, et l'âge où on a commencé à travailler. Je crois que c'est fondamental. Ouais. Et je crois que ça, c'est tout à fait faisable. Je pense que les négociations, et je crois que, j'ose espérer que le candidat Macron est ouvert, et je crois que c'est ce qu'il dit, à des négociations avec les syndicats. Et je pense que ce sont les paramètres qui seront forcément pris en compte dans la manière dont on négociera.
Mais qu'il faille travailler plus et augmenter la durée de cotisation, c'est le seul moyen de préserver le montant des pensions. Bon, il n'a même pas parlé du projet de Marine Le Pen, Philippe Aghion. Philippe Val, comment vous regardez, vous qui êtes un grand économiste devant l'éternel? Je ne suis pas un économiste, et j'écoute avec énormément d'intérêt ce que dit Philippe Aghion, et j'essaye d'en prendre de la graine. Mais... Vous avez vu qui soutient le projet de réforme? Ce sont des gens qui sont déjà à la retraite, les électeurs d'Emmanuel Macron majoritairement. Oui, c'est drôle ça. Oui. Ouais. Et vous savez, c'est drôle, c'est-à-dire que la réforme, c'est bon pour les autres, quoi. Oui, c'est ça, voilà. Mais il y a un problème avec l'âge de la retraite. Ça, c'est la passion de l'égalité française, qui est un truc c'est illogique. C'est fou, cette histoire d'âge de la retraite. On s'écharpe sur 65, 63, 62, alors que peut-être le problème n'est pas là. Il y a des métiers qu'il faut évidemment arrêter de faire assez jeunes, parce qu'ils détruisent la santé, parce qu'ils sont très fatigants, parce qu'ils sont peut-être sans intérêt, et puis ils ne permettent pas d'évoluer dans la vie. Alors ceux-là, ils coûtent cher à l'être humain. Et puis, il y a des métiers qui sont enrichissants, qu'on peut faire tard, jusqu'à 70 ans, qu'on n'a pas envie d'arrêter, enfin, etc. Vous voyez, il faut pas s'écharper sur l'âge de la retraite. Il faut que chaque métier ait en quelque sorte sa règle souple pour pouvoir arrêter, et que les métiers les plus pénibles, d'abord, disparaissent, parce que je pense que ce qui est important dans un métier, c'est que l'on puisse évoluer culturellement à l'intérieur. Oui, et les métiers dans lesquels on n'évolue pas culturellement à l'intérieur, il faut vraiment les changer et en sortir assez vite. Prenons un exemple, Philippe Aghion. Le métier de cheminot, c'est un métier qui était extrêmement dur physiquement. Voilà, il est moins dur maintenant. Aujourd'hui, avec le progrès technique, etc. Donc, on dit la retraite à 50 ans, à l'époque, quand c'était les machines, les locomotives à vapeur et qu'on a absorbé du charbon, ça se justifiait différemment de construire que quand on conduit un TGV, forcément. Donc, tout ça doit être un peu revu, repensé. Voilà, et c'est pour ça que ça doit se faire avec les partenaires sociaux, et qu'il faut gouverner avec les partenaires sociaux, les corps intermédiaires. Je pense que, je trouve qu'il y a eu beaucoup de choses très positives faites depuis 5 ans, mais une des choses qui n'avait pas vraiment été faite, c'est de dialoguer avec les corps intermédiaires et les syndicats, parce qu'eux savent très bien beaucoup de choses, même les enseignants, ils savent très bien comment. Donc je crois que ça sera très important de gouverner avec les corps intermédiaires. Alors précisément, on sait que ça a été le point faible, si je puis dire. L'expression n'est pas la bonne. Absolument, mais je crois qu'il le reconnaît. Je crois qu'il reconnaît. Je reste quelqu'un qui reconnaît ses erreurs. Et voilà. On se rappelle des concertations qui visaient à prendre l'opinion des syndicats sans en tenir compte. Voilà. Vous croyez à un tournant? Et si c'est Marine Le Pen, il le faudra. Il ne peut pas y avoir de réforme des retraites en France si c'est pas fait avec les partenaires sociaux. C'est impossible. Bon, on va passer au second sujet. C'est aussi le sujet central. C'est l'axe central de la campagne de Marine Le Pen, la question du pouvoir d'achat. Alors, avant de rentrer dans le détail des mesures, je pense à la TVA 0% sur les produits essentiels que propose Marine Le Pen. Comment vous expliquez d'abord cette particularité française, cette obsession du pouvoir d'achat, parce que c'est assez unique en Europe, que cette passion pour ce sujet-là? Je crois qu'il y a toujours eu l'idée, qu'il faut, qu'on veut préserver ce qu'on a et préserver les acquis, et en même temps ça fait partie de l'histoire de France, l'idée de préserver des acquis sociaux et je crois que c'est un bon réflexe. Ce que j'aimerais quand même souligner, le fait que le pouvoir d'achat en France, en fait, il a augmenté entre 2017 et 2022. Alors il a augmenté pourquoi ? Il a augmenté 10 fois plus que pendant la décennie 2007-2016 et 2 fois plus vite que dans les autres pays européens. Alors pourquoi il a augmenté plus ? Il faut déjà savoir qu'il a augmenté. Alors il a augmenté parce que d'abord, il y a eu des créations d'emplois. En partie grâce aux réformes qui ont été menées, c'était la fin Hollande, les El Khomri, mais ça c'était déjà Macron en fait, plus les réformes de quinquennat, notamment la loi travail et la réforme de l'apprentissage. Eh bien, il y a eu 1 200 000 emplois créés en 2017 avec un accroissement de la part des CDI. Donc ça, c'est un élément important. C'est une augmentation macroéconomique. Pardon ? C'est une augmentation macroéconomique. Oui, mais attendez. C'est-à-dire que l'individu, lui, il n'a pas forcément vu. Oui, non, mais donc les créations d'emplois, baisse d'impôts et de charges, et le quoi qu'il en coûte. La combinaison des trois a fait que le pouvoir d'achat des ménages a progressé, et elle a progressé à tout niveau de revenus. C'est-à-dire qu'à tout niveau de revenus, le pouvoir d'achat a augmenté. Il n'a pas baissé pour le moment. Alors, il y a une peur avec l'inflation, il y a une peur avec l'augmentation du prix de l'énergie. Mais là, il y a des mesures qui sont prises, notamment le blocage des prix du gaz et de l'électricité, les ristournes sur l'essence. Voilà, il y a un certain nombre de mesures qui vont être prises, donc d'autres seront prises pour préserver le pouvoir d'achat. Voilà. Mais en tout cas, en France, c'est vrai que c'est bien que ce soit une préoccupation, mais il faut dire que quand même, le pouvoir d'achat, il a augmenté à toutes les catégories de revenus, et notamment grâce à ces leviers-là. Si on fait une lecture politique du sujet, Philippe Val, certains
déplore que retraite, pouvoir d'achat, c'est quand même un rétrécissement de l'horizon du débat public dans cet entre-deux tours. On pourrait parler de l'avenir de la France, on pourrait parler de grands enjeux. Du rôle de la France dans l'Europe, qui risque d'être un rôle central dans les années qui viennent. La France va être un moteur, normalement, devrait être un moteur très important de la construction européenne, devrait être le flambeau, en quelque sorte, de l'Europe. Tout ça, ça fait pas rêver les Français. On n'en a pas parlé, en tous les cas. On a parlé du pouvoir d'achat, et uniquement du pouvoir d'achat qui est très difficile à évaluer dans le quotidien, sauf pour les gens des classes les plus défavorisées. Et pour le reste des Français, ça se passe pas si mal. Et ils ont oublié une chose, c'est que la démocratie et la justice sociale, ça coûte cher. Le quoi qu'il en coûte, il y a beaucoup d'entreprises qui en ont bénéficié, donc un nombre considérable de Français. Là, actuellement, nous sommes dans un effort de guerre en plus. Nous faisons beaucoup d'efforts pour les Ukrainiens. Ça nous coûte très cher, enfin, ça va coûter très cher à l'Europe. On sait très bien que les mesures de restriction contre la Russie coûtent très cher aux pays européens. Et ça, c'est le prix de la démocratie. On doit pouvoir aussi, de temps en temps, faire quelques sacrifices, savoir que, on va vivre un tout petit peu moins richement, un peu moins aisément, mais ça vaut le coup quand même de faire ce sacrifice-là le temps qu'il faut les faire. Alors, on va marquer une courte pause, messieurs. Philippe Val, Philippe Aghion avec nous sur Europe 1 jusqu'à 9h. On passera au banc d'essai. Les mesures proposées par nos deux finalistes pour préserver le pouvoir d'achat, la TVA 0%, la politique de chèque d'Emmanuel Macron, qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce qui serait le mieux? 8h46, on voit ça dans un instant. Europe 1 2022. Dimitri Pavlenko. L'argent au cœur de l'entre-deux tours de l'élection présidentielle entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Question sur la réforme des retraites. Philippe Val, Philippe Aghion sont avec nous ce matin. On avait commencé à parler du pouvoir d'achat juste avant la pause. Philippe Aghion. Alors, la grande mesure portée par Marine Le Pen, ce sont des baisses de TVA. Elle dit 5,5 sur l'énergie. Oui. Et elle dit même TVA 0% pour un panier de produits essentiels. Alors, elle est attaquée beaucoup sur la faisabilité des choses, Marine Le Pen. Est-ce que c'est faisable? Alors d'abord, est-ce que la baisse de TVA, c'est la meilleure manière de protéger le pouvoir d'achat? Oui. Mais c'est pas évident, parce que vous voyez d'abord, ce qu'elle propose, la baisse de TVA de 20% à 5,5, ça équivaudrait pour au lieu de bloquer les prix gaz et électricité, à des baisses de 15%. Oui. Et encore, c'est pas certain, parce que les importateurs, ils peuvent du coup augmenter leur prix. Vous comprenez? Rien n'empêche l'importateur d'augmenter son prix quand on baisse la TVA. Oui. Donc, c'est pas évident du tout que ça se traduirait par une baisse que la baisse d'impôt soit répercutée sur le prix. Oui, absolument. Oui. Donc, c'est pour ça que c'est pas l'outil le plus efficace. Alors, elle baisse de la TVA à 0% sur les produits essentiels. Donc, elle dit l'alimentaire, les produits d'hygiène, etc. Sachant que beaucoup sont des produits déjà à 5,5. Hein. Oui, c'est déjà très bien. C'est pas le cas du shampoing, par exemple, c'est 20%. Ouais, voilà. Donc, la question de savoir jusqu'où tu baisses. Et puis évidemment, il y a l'équilibre budgétaire. Il y a évidemment il faut que l'État équilibre ses finances. Donc, vous n'êtes pas favorable à cette idée de baisse de TVA? Vous ne pensez pas que ce soit la baisse de TVA, je ne crois pas que ce soit la meilleure manière de garantir le pouvoir d'achat. Je pense que je vais vous dire comment on peut vraiment aider le pouvoir. Donc il y a eu les mesures, donc je dis l'emploi, les baisses de charges, le quoi qu'il en coûte jusqu'à maintenant. Mais également, je pense qu'il y a deux leviers. Les négociations de salaire par branche. Je crois que si on généralise les négociations de salaire par branche, ça permet davantage que les salaires s'ajustent à la productivité et aux résultats. Et puis, je crois que la piste de la participation est une piste très importante des salariés au profit de l'entreprise et aux décisions de l'entreprise. C'est-à-dire qu'une entreprise qui fait des résultats, elle en redistribue une partie aux salariés. Il n'y a pas que les PDG qui doivent en profiter, je pense que les salariés également. Il y aurait moins d'affaires, Carlos Tavares, et puis également, ça impliquerait aussi une responsabilisation plus grande des salariés dans l'entreprise. Donc je crois que c'est une piste, c'est une vieille idée des gaullistes de gauche, en fait. Louis Vallon, je pense que c'est une idée vraiment à réhabiliter et à pousser. Absolument. Alors justement, on va reprendre. On a fait une expérience déjà de la baisse de la TVA, c'est sous Chirac pour les restaurateurs. On n'a jamais vu les additions. C'est sous Sarkozy. 2009, ça, voilà, exactement. Oui. Merci. Et on n'a pas vu tellement les additions changer. Ça n'a rien changé aux additions. Mais tout de même, j'insiste un petit peu parce que je trouve ce sujet quand même très intéressant. Alors sur la faisabilité, moi j'ai découvert que, en l'occurrence, la législation interdit la TVA à 5,5 sur les produits fortement carbonés. C'est pas possible. On peut baisser la TICPE, mais on pourrait pas baisser la TVA, par exemple, sur les carburants. Il y aura un problème là-dessus. Et en l'occurrence, le 0% sur les produits essentiels, c'est possible, mais en vertu d'une directive européenne qui a été adoptée en avril
là, très récemment. d'accord. C'est même pas transposé encore en droit français. Mais alors, ça pose aussi une autre question, qui est régulièrement posée à Marine Le Pen, à qui on dit, oui, mais vous pouvez pas faire ci, vous pouvez pas faire ça. Oui, elle dit, moi, de toute façon, les directives européennes, je m'assois dessus, quoi. Et elle dit, mais c'est ça la politique, c'est changer les choses aussi. On peut tout est possible par la politique. Mais il y a eu de changer les choses. Obtenir le paquet, le soutien pendant la pandémie, ça a été quelque chose d'énorme, je veux dire. Et la France a joué un rôle très important pour obtenir ce qui a permis à Draghi maintenant d'emprunter. Mais la France a joué un rôle crucial de suspendre le pacte de stabilité. Oui, et puis d'obtenir ce paquet et d'obtenir en fait une mutualisation des dettes. C'est la première fois. Les Allemands étaient totalement fermés à l'idée de mutualiser les dettes. Et de fait, maintenant, on les a mutualisées. Donc il y a eu des pas très importants. Mais on ne peut pas les faire contre l'Europe. Il faut les faire avec le soutien de l'Europe. Voilà. Et même Maastricht, vous voyez le traité de Maastricht, l'idée maintenant de dire, évidemment, on ne va pas compter de la même manière des dépenses de fonctionnement, des dépenses récurrentes, donc retraite, fonctionnement de l'État, et des dépenses d'investissement dans l'éducation, dans la politique industrielle. Mais ça, c'est pour faire évoluer les choses, il faut le faire avec l'Europe. On ne peut pas le faire contre elle. Vous voyez, la dette publique, on a besoin de la BCE qui nous aide sur la dette publique. On ne peut pas se mettre la BCE à dos. Si on se met les institutions européennes à dos, on va avoir des hausses de taux d'intérêt, on n'aura personne pour nous soutenir, et on a une économie qui s'effondre. Donc on ne peut pas aller contre l'Europe pour faire ça. Ce qu'on peut, c'est impulser les choses en Europe. Et on a réussi déjà à faire beaucoup bouger les choses en Europe. Est-ce que vous lisez, Philippe Val, nécessairement le projet de Marine Le Pen comme un projet contre l'Europe ? Oui. Oui, parce que avec la dette qu'elle creuse et le pourcentage de PIB, je crois que c'est 140, 131% du PIB de dette, on sort de l'euro. On sort de l'euro, on sort des traités européens. Automatiquement, très vite. Ça va. Donc, évidemment que c'est un projet anti-européen. De l'euro. Parce qu'on sort des traités, parce qu'on a trop de déficit. Évidemment qu'on ne peut pas rester là-dedans. Les Italiens, ils sont à combien ? À 160% de. Oui, mais ils investissent. Mais justement, ils ont eu cette négociation avec les Européens. Ils ont négocié, ils ont dit on va continuer la réforme de l'État d'un côté. Donc on va baisser les dépenses récurrentes. Il y avait déjà beaucoup fait de réformes de l'État en Italie, et ça nous permet d'investir dans des domaines. Et ils ont fait donc un deal. Ils ont négocié avec les autorités européennes. Mais vous croyez pas que politiquement, ce soit cette idée de pardonnez-moi le mot, mais c'est connoté historiquement, mais la nécessaire collaboration avec l'Europe, qui précisément aujourd'hui est le fuel, est le carburant mais parce que de Marine Le Pen dans cette élection présidentielle. Mais elle donc empêche la collaboration. Or, elle est indispensable. C'est la BCE qui paye nos dettes, sans le soutien de la BCE, on s'en sort pas. Surtout, si on diminue les recettes fiscales avec la TVA, comment on va payer les fonctionnaires, comment on va payer les professeurs, les soignants dans les hôpitaux ? On n'aura pas, c'est impossible. On ne peut pas à la fois baisser les taxes à ce point-là, payer les enseignants et rester dans l'euro avec un déficit acceptable. Donc on n'est pas prêt de voir les impôts baisser. Le Pen, c'est un trou béant de financement de l'ordre de 100 milliards d'euros. Et en fait, ce programme va forcément désorganiser l'économie française et va conduire à fuite de capitaux, hausse du coût de la dette, et puis l'Europe qui cessera de nous soutenir, on sera en rupture de banc. Et Emmanuel Macron, sur le plan budgétaire, ça donne quoi, son programme ? Mais justement, je pense que le programme, en tout cas, il donnera pas ces montants de déficit, je ne vais pas calculer, mais je pense que là où il joue, c'est qu'il va faire des réformes qui crédibilisent, et notamment la réforme des retraites, mais également poursuivre la réforme de l'État pour crédibiliser ce qui va lui permettre d'investir dans l'éducation et dans les autres domaines. Vous voyez, c'est ça, c'est-à-dire qu'il veut dire je suis crédible que je continue les réformes qu'il a commencé à faire pour pouvoir ensuite faire des réformes de croissance, parce que les réformes, les investissements dont je parle, pourquoi ça crédibilise ? Parce que c'est des investissements dans la croissance. Quand vous augmentez votre croissance potentielle, vous augmentez la capacité de résorber votre dette à long terme. C'est ça l'idée. Je réduis les dépenses récurrentes, mais j'investis dans la croissance, ce qui me rend crédible qu'à long terme, je pourrai rembourser ma dette. C'est ça le pari qui est fait. Et là, c'est une vraie stratégie. Oui. Dans le programme de Mélenchon comme de Le Pen, il y avait, on va lutter pour faire rentrer l'argent dans les caisses de l'État, il y a la lutte contre la fraude fiscale. C'est de ça dont il parle. Mais la lutte contre la fraude fiscale, c'est minimal. On dit 15 milliards, mais vraisemblablement... Fraude fiscale, c'est plutôt de l'ordre de 100 milliards, semble-t-il. Mais ce sont des estimations à la louche, parce que par définition, la fraude... Par définition... on l'identifie pas toujours. Et puis en plus, on n'y arrive jamais, donc... est-ce une cause perdue ? Tiens, écoutez, ça nous fera... c'est un vrai sujet. Ça nous fera un sujet de conversation pour une autre fois. Merci messieurs, Philippe Val, Philippe Aghion. Je redonne le titre de votre dernier livre, Le pouvoir de la destruction créatrice. Avec Céline Antonin et Simon Bunel.